Sylvain! Bonjour Christelle, bienvenue pour ce tout nouvel Autostorm. Yes, un nouvel autostorm qui va être productif. Et je crois qu'il y a un Parce jeu de que, mots avec... nous allons étudier les lois de la productivité, c'est ça? yes! Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 lois de la productivité. On vous en présentera 12 au total, donc 6 dans cet épisode, 6 dans un autre épisode pour pas que ça fasse trop long. Du coup, et l'objectif à la fin, c'est qu'on repartira avec comment gérer, optimiser le temps, c'est ça? Exactement, toujours avec notre focus sur la productivité, l'organisation, le mindset pour faire de notre vie un rêve et un rêve une réalité. Quelle punchline! Là, au niveau introduction, on a envie direct de découvrir ces 6 lois pour faire de sa vie un truc de ouf. Hein. Et du coup, c'est Eh ben, issu d'un livre, les 12 lois de la productivité? pas du tout. C'est des lois qu'on cite souvent dans la productivité. Et donc, il n'y a pas vraiment un livre, en tout cas à ma connaissance, qui recense toutes ces lois-là. D'accord. Donc, commençons sans plus attendre avec la première du jour, qui est la loi de Carlson. Alors, qui dit un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Traduction, si on interrompt son travail sans cesse, donc que ça soit au bureau avec des interruptions de collègues qui viennent dans votre bureau et qui vous coupent dans votre phase de productivité, ou si c'est les notifications de téléphone avec le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes, à chaque fois, votre attention va être happée par quelque chose et ça va vous sortir de votre zone de productivité, de votre zone de génie, là, ce que vous étiez en train de faire. Et donc, après, il va falloir encore du temps pour retrouver cette concentration. Et donc, vous allez en perdre à chaque fois que vous allez en ressortir comme ça de manière intempestive. Donc, la solution, eh ben, c'est vraiment d'appliquer la méthode du blocking ou du batching et donc vraiment de se réserver des blocs de temps adaptés à une activité. Et donc, ces blocs de temps, la science démontre qu'il est préférable de les programmer sur 1h30 à 2 heures, donc de 90 minutes en moyenne, et ensuite de faire une pause. Ouais, ça me parle bien, parce que les 1h30, j'ai remarqué aussi que c'était l'intervalle de temps où je trouvais que la concentration était bonne, et quand j'étais au-dessus d'1h30, généralement, je partais faire une marche à pied ou un truc comme ça pour libérer l'énergie qui avait été stockée quand trop de concentration à la fin, tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait trop d'énergie, donc je valide la loi number one, qui fait écho en plus à des interviews de Farpet qu'on a eu, qui nous avait dit aussi qu'elle faisait ça. Oui, totalement. Et donc, la loi de la pause, c'est la loi de Ilrich. Alors, Illich, excusez-moi, hein, tous les noms des lois, elles sont difficilement prononçables pour moi. Donc, cette loi de Illich dit qu'après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Donc, en gros, eh ben, il est nécessaire de faire des temps de pause réguliers et de commencer sa journée par la tâche la plus importante, la plus ardue et de s'y mettre à fond, en fait, dès le matin sur cette période, comme on le disait, d'1h30 à 2 heures, en moyenne 90 minutes, et ensuite de s'accorder une pause de 10 minutes. Et on va retrouver, en fait, dans cette fameuse notion de pause, la méthode Pomodoro. Donc, la méthode Pomodoro dite de la tomate, traduction juste de Pomodoro égale tomate. Et ben, c'est par exemple de travailler 25 minutes à fond, de faire une pause de 5 minutes
ou encore de travailler 50 minutes et de faire une pause de 10 à 15 minutes, ou encore là, le niveau d'au-dessus, on travaille 90 minutes, on fait une pause de 10 minutes. Et donc ça, on adapte ce temps-là pardon, en fonction de l'activité qu'on est en train de faire. Pomodoro, c'est la loi numéro 3 ou c'est non, on est toujours dans la 2 C'est là? un outil. Oui, là, on est Un toujours dans outil. la 2, c'est un outil. Donc la méthode Pomodoro, c'est un outil qui nous permet de chronométrer notre temps et donc c'est littéralement en fait la méthode Pomodoro pour l'histoire, c'est, un monsieur donc qui a inventé, cette utilisation du chronomètre, où il programmait 25 minutes de focus, de deep work et 5 minutes de pause. Et en fait, il a appelé cette méthode Pomodoro tout simplement parce que son chronomètre, c'était un chronomètre de cuisine en forme de tomate, Ah, ok. un minuteur. Ouais, comme quoi, des fois, les noms tiennent à rien, hein. À des détails. Hein. Ouais. Donc voilà, donc si vous avez un minuteur en forme de tomate dans votre cuisine, bah, vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre productivité. Donc si je résume, là, on avait la loi de Carlson donc, qui propose de faire du batching ou du blocking, donc 90 minutes de deep work, suivi de la deuxième loi de la productivité, la loi de Illich, qui propose de faire des pauses régulières, donc 10 minutes après 90 minutes, ou sinon d'utiliser la méthode Pomodoro, qui, elle, on va dire, alterne les temps de deep work et de pause selon voilà, la quantité de choses à faire ou le temps de concentration nécessaire pour réaliser cette tâche. Super. Donc on a les deux premières et du coup la troisième, ouais, suspense, roulement de tambour. La troisième, alors, c'est la loi de Hofstadter. Je le dis avec mon gros accent Ah, de ok. français. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'essaye de le redire une nouvelle fois. Hofstadter. Hofstadter, ok. Vous retrouverez tous ces noms à l'écrit dans le blog. Nickel. Et donc cette Et loi, du coup, elle c'est dit la troisième loi. les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Donc en gros, ça dit que c'est aussi la loi du glissement de planning. Donc elle dit que elle est issue du monde de la recherche et du développement et elle dit que il est difficile de planifier, de faire un Gantt au final sur de la R&D et qu'on a toujours des imprévus et donc un glissement de planning. Donc là, c'est de toujours prévoir un peu plus de temps dans les tâches qu'on a à faire. Si par exemple, on estime qu'une tâche nous prendrait 1 heure à être finalisée, eh ben, on va mettre 1 heure et demie dans notre bloc de temps. Et en plus, ce que je vous recommande, c'est de vous chronométrer quand vous commencez à utiliser notamment la méthode du blocking ou du batching. C'est de commencer à vous chronométrer quand vous faites une tâche. Par exemple, si vous avez prévu 2 heures, et ben, qu'au final, bah, au bout de 2 heures, vous n'avez pas terminé, bah, vous le notez et au fur et à mesure, en fait, vous allez vous habituer, vous allez gagner en rythme, etc. Et donc, votre temps, il va devenir de plus en plus précis. Et donc, au début, c'est un peu fastidieux parce que, bon, bah, on se chronomètre, on se surveille, etc. Et au bout d'un moment, ça va devenir instinctif. On va se dire, OK, je sais que pour telle tâche, il me faut tant de temps. Moi, par exemple, c'est ce que je suis en train d'expérimenter sur la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je sais que ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et j'ai envie de pouvoir vraiment savoir le temps que je prends par semaine pour faire la programmation des réseaux, des contenus sur les réseaux. Et donc, je suis en train de modéliser ça en ce moment. Donc, je vous dirai de combien à combien je suis passée en termes de temps de programmation. Ah ouais, ça va être super intéressant. Voilà, Après, ça va t'aider à te planifier après comme ça. Tu sais exactement combien de temps tu as besoin pour caler ton bloc. Ouais. c'est ça. Et donc, cette loi-là de glissement de planning, elle préconise de toujours prévoir un peu plus que ce qu'on estime. Ok.
Voilà, notamment pour pallier les imprévus chronophages et si je peux rajouter une astuce, dans votre emploi du temps à la semaine, rajoutez des blocs d'imprévus. Donc selon votre quantité d'imprévus par rapport à votre activité, eh ben, vous allez pouvoir ajouter une demi-heure par jour ou une heure par semaine. Ça, c'est à vous d'estimer en fonction de la sollicitation que vous avez autour de vous et des imprévus qui pourraient naître de ces sollicitations. Ouais, je me rappelle, tu l'as évoqué ça dans un autre AutoStorm. Et en plus, tu disais que c'était tout bénef parce que si finalement il n'y avait pas d'imprévu, bah, c'était du temps libre pour nous. C'est ça, la cerise sur le gâteau. Donc là, on en a fait 3 sur 6, c'est ça? Oui. La quatrième, ça va être la loi de Parkinson. Donc, qui dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En gros, si vous avez une deadline dans 3 mois, eh ben, vous allez prendre 3 mois pour faire votre projet, même si en vrai, bah, peut-être qu'il vous fallait une semaine ou 2 jours. Bah, vous allez prendre 3 mois. Et je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Par exemple, moi, je travaille mieux dans l'urgence. Savez-vous à quelle heure j'ai fini la préparation de cet enregistrement de ce podcast? Je dirais Eh 2 ben, heures avant le début. voilà, c'est même pas ça, c'est 30 minutes avant qu'on commence l'enregistrement, Sylvain, tiens-toi bien, Wow. sachant que ce rendez-vous était planifié depuis 3 semaines. Donc toi, tu as besoin de ça en fait. Tu as besoin que ça soit dans les derniers moments pour s'y mettre, c'est ça? Eh ben oui et non, c'est-à-dire que maintenant que j'ai compris un peu ce fonctionnement-là, je vais répartir mon travail sur le temps qui m'est accordé. Et donc là, par exemple, si c'est la lecture d'un livre, donc bah, je sais que j'avais par exemple 3 semaines, notamment pour lire notre livre là sur Kant, sur la chronobiologie. Et Ouais. donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai 3 semaines pour le lire et après, il va me falloir un temps de planification, de synthèse pour extraire un maximum d'infos qui va vous être retransmis. Et donc, la lecture, je l'ai terminée dans la journée même. Il me restait quelques pages, mais c'était pile poil. Et du coup, après, j'ai pris une demi-heure à 3/4 d'heure pour faire la synthèse. Mais donc, c'était planifié depuis longtemps, mais ça a été pile poil, juste, quoi. Ça, je trouve que c'est pas évident parfois de changer de mode de façon de faire parce que finalement, si on fait comme ça, c'est qu'il y a quand même des avantages qu'on a. Et les fois, le fait de changer, ça rappelle presque l'autodiscipline. C'est de se dire que des fois, il faut changer des fonctionnements automatiques qu'on a. Et après, mon questionnement que je me pose, c'est de me dire, est-ce que les bienfaits que ça va m'apporter de changer ma façon de faire, est-ce que les bienfaits vont être supérieurs à la crispation que ça va me créer en moi quand je vais devoir changer de façon de faire, tu vois? Alors, tout d'un coup, tu vas devoir, imagine, t'es 3 semaines avant le début de l'épisode, tu te dis, bon, j'ai dit que je vais étaler un peu, donc je vais m'y mettre 1 heure aujourd'hui. Si tout ton corps n'a pas envie de s'y mettre, à quel point ça va pas être une lutte, ce truc-là? Et ben, en vrai, j'ai envie de te retourner la question en te disant, quelqu'un qui commence le sport, sincèrement, qui s'inscrit à la salle et qui se dit, je vais aller faire du sport tous les jours. Bah, au début, faut que vraiment tu serres les dents et que tu te motives pour dire: «C'est bon, je vais à la salle, je fais mes exercices, je serre les dents pendant l'effort parce que j'ai mal de partout» et au final, au bout de quelques jours, on arrive à dépasser les courbatures, les douleurs et cetera. On ressent, la dopamine qui nous fait beaucoup de bien et cetera et là, après, on devient des warriors en mode: «Ah non, mais là, aujourd'hui, si je vais pas au sport, non, je vais être excitée comme une puce toute la journée, j'ai besoin de mon sport» et cetera. Et donc, au début, on serre les dents, on sait que c'est chaud, c'est difficile, mais au fur et à mesure, on va prendre du plaisir parce qu'on voit que ça a des effets positifs sur nous. Donc de se baser sur cette analogie avec quelque chose qu'on a déjà dépassé et on a vu les bienfaits pour enfin s'y mettre et changer cette façon de faire pour avoir moins de stress pour finir à la fin tout stressé et tout. Parce que Ça, c'est même la une loi habitude, oui, ça, c'est la loi de Parkinson. Parkinson.
Parce que même une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh ben, est difficile à changer. Et comme on le disait, il faut minimum 21 jours pour que ça commence à s'ancrer, 30 jours pour que ça soit ancré et 3 mois pour que ça soit automatique. Donc, voilà, que ça soit une bonne ou une mauvaise habitude, comme manger des chips, c'est n'importe quoi, ou aller faire du sport, et ben, la transition, dans tous les cas, on va avoir un temps où on va serrer les dents, on va s'y mettre. Mais quand on sait qu'on change quelque chose qui fonctionne moyen avec quelque chose qui normalement fonctionne mieux et plus positif et plus durable pour nous, ben voilà, on essaye de garder le cap et de se motiver. Nickel. Donc, les 4 premières, on a dit, c'est à mi-parcours, c'est le petit. De faire travailler pendant des phases de 90 minutes. Le deuxième, Monsieur Illich, c'est le faire des pauses de 10 minutes après ces 90 minutes ou de faire le mode tomate, hein, faire des pauses plus fréquemment. Le troisième, c'est, là, il faut que je m'en souvienne, je l'ai plus le troisième. Prévoir un peu plus de temps que Ah oui, prévu. exactement, parce qu'il y a toujours un peu plus de décalage et tout ça. Et le quatrième, donc du coup, c'est de étaler sur toute la durée qu'on a et pas faire des trucs à l'arrache en concentré à la fin. En fait, Ou à c'est fond c'est des ça, lots. c'est que c'est juste que peu importe, en fait, si ça se trouve, hem, on va nous donner 3 mois pour faire une même action et ou 2 jours. Et ben, dans les 2 cas, en fait, on aura fini l'action, sauf que la même action, elle aura été finie au bout de 2 jours, parce qu'on aura eu 2 jours ou sinon 3 mois, parce qu'on nous aura donné 3 mois. Donc en fait, peu importe le temps qu'on a à notre disposition, on aura toujours tendance à prendre la totalité du temps qui nous est accordé. D'où l'intérêt de se fixer des deadlines assez proches et régulières pour avancer à pas de temps régulier et ne pas se laisser submerger ou au contraire tomber dans la loisiveté, dans la paresse ou dans la procrastination parce qu'on se dit c'est bon, j'ai du temps et du coup je laisse passer le temps, quoi. Nickel. Et donc, une des solutions, c'est vraiment de rapprocher les deadlines pour créer ce sentiment d'urgence, parce que c'est ce sentiment d'urgence-là qui permet d'augmenter la productivité. Wow. Ça, c'est la même loi, ça ou c'est la même loi? Oui, ça c'est la loi de Parkinson. Donc, ok, donc il dit autant étaler sur la période et en plus avancer la deadline pour avoir le petit boost supplémentaire pour y aller en fait. C'est ça. En fait, la loi de Hofstadter, elle dit qu'on va prendre le temps qui nous est accordé, peu importe la durée, et donc en plus de prévoir un petit peu plus de temps pour être sûr d'avoir fini dans les temps. Et la loi de Parkinson, elle nous dit que de toute façon, on va occuper le temps disponible. Donc, au lieu de se créer des deadlines très loin, Ouais. d'en faire des plus régulières pour créer un sentiment d'urgence et se sentir voilà, un peu speed et être dans Ouais. cette action de productivité. Et ce que j'aime bien, c'est que par rapport à ça, moi j'ai un client qui m'a dit que ces points-là, en fait, de deadline, il les a transformés en points d'étape. Et donc il se fixe des objectifs. Et après, si jamais ces objectifs ne sont pas atteints totalement, et ben il se dit c'est pas grave. Il se dit en fait, lui le plus important c'était d'avancer et d'avoir des points d'étape pour réfléchir sur qu'est-ce qui a marché, pas marché, pour après rediriger son action. Donc ça me fait penser à ça, tu vois. Mmh. Totalement. Et donc la 5e loi, c'est la loi de Douglas et celle-là, je l'aime bien. Vous allez voir pourquoi. Plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires. Ah C'est la ouais, même ah bah. chose pour sa maison. Les personnes qui sont encombrées, qui se disent: «J'habite dans un appartement 2 pièces, j'ai pas assez de place pour ranger mes affaires». Ils se disent: «Je vais acheter une grande maison pour pouvoir ranger mes affaires». Ne vous inquiétez pas, l'encombrement viendra tout aussi vite et votre maison sera toujours aussi remplie. Ouais, Ça, c'est c'est clair. véridique. Plus on a de place et plus on occupe la place et plus, bah,
l'encombrement arrive. Donc, l'astuce, c'est de toujours garder un bureau rangé. Un bureau en désordre nous rend moins productifs, tout simplement parce qu'il nous distrait. On a plein de choses à regarder, on a plein de choses sous les yeux. Même si on n'en a pas conscience pour les bordéliques, le désordre a un impact direct sur le mental. Ça nous impacte physiquement dans des lourdeurs de charge mentale et autres, même si on ne les perçoit pas, même si c'est inconscient. Donc l'astuce, c'est d'avoir un bureau en ordre pour augmenter notre productivité. Et donc pour cela, vous avez plein d'astuces que vous pouvez mettre en place, comme par exemple de ranger votre bureau avant de le quitter le soir quand vous rentrez chez vous. Donc de le ranger tous les jours. Si vous avez une imprimante dans votre bureau, de réduire votre quantité d'impression, donc de gérer autrement les impressions et le papier. Et vous pouvez utiliser une des méthodes très connue dans le rangement, qui est la méthode des 5 S. Donc, c'est une méthode japonaise. Les 5 S, ce sont 5 mots japonais que je n'ai pas retenus. Et donc, je vous fais la version traduite, qui est en gros trier, ranger, maintenir le bureau propre, donc dans un état de propreté, donc entretenir, et dans un état d'ordre, donc ranger tous les jours et mettre en place un système de rigueur, donc d'autodiscipline qui vous permettent justement de faire en sorte que vos classements de papier, etc., que votre bureau soit toujours en ordre. D'accord. Donc vraiment, toujours faire les choses de manière régulière. Exactement. Et de l'autodiscipline. J'ai l'impression que c'est un peu la clé, ça. Hein. C'est un peu des mots qui reviennent souvent, hein, j'ai l'impression. Hein. Et pour finir, nous avons la 6e loi, qui est Ouais. la loi de Soboda. En vrai, il y a 3 noms, donc Soboda et 2 autres, mais je ne vais pas les prononcer. Vous irez tout ça à l'écrit dans le blog, Ça marche. qui dit qu'il existe chez les êtres humains des rythmes biologiques qui influencent directement notre productivité. Et donc ça tombe bien, nous avons tout un épisode de podcast sur la chronobiologie, donc foncez l'écouter. Et donc cette loi dit que nous sommes influencés par les saisons, la météo, les heures de la journée, tout ça joue sur notre productivité. Et donc il est important que chacun puisse trouver son rythme pour mettre toutes les chances de son côté. Donc foncez écouter ce podcast sur la chronobiologie, vous aurez plein de détails. Ouais, en plus, vous découvrirez des grilles de lecture en fonction de votre type. Et c'est vrai que c'est vraiment, ça donne des clés hyper intéressantes, je trouve. Hein, et ça, du coup, plus. Moi, j'aime bien me répéter pour bien me ancrer, du coup, les lois en moi. Donc là, il y a ça, connaître son type, donc notamment en regardant l'épisode sur le son chronotype. Donc, ranger régulièrement son bureau pour avoir un espace qui n'entrave pas l'esprit. Aussi prévoir des points réguliers, avancer même sa deadline de son projet et avancer régulièrement dessus. 4, savoir qu'il y aura toujours un moment de glissement entre ce qu'on avait prévu et donc de se garder des blocs d'inattendus qu'on pourra transformer en blocs de temps libre si jamais l'inattendu n'a pas lieu. Faire un autre autostorm qu'on avait fait à ce sujet-là. Faire des pauses, donc à savoir en gros 10 minutes toutes les heures et demie, ou sinon faire un passer en mode tomate pour avoir des pauses plus régulières. Et le dernier truc, travailler des batchs de 1h30, parce que c'est a priori la durée de concentration qui est vraiment pas mal, qui nous permet de nous lancer et de gagner en productivité. Exactement. Waouh, super. Et après, du coup, il y en a 6 autres qu'on va voir dans un prochain épisode, c'est ça? Exactement. Nickel. Juste le temps de mettre en place les 6 premières. Et après, une fois qu'on est bon, dans un mois, à feu doux, on se fait les 6 prochaines. Et comme ça, là, on sera des sacrés bons en optimisation de notre temps, hein, je pense. Hein.
C'est ça. Et si vous rangez votre bureau, vous nous faites une photo avant, après, vous nous envoyez ça sur Instagram et ça nous fera super plaisir de voir que vous avez avancé. Et si jamais c'est trop compliqué de le faire seul, il y a Christelle qui peut vous aider, donc n'hésitez pas à la contacter. C'est vraiment, en plus vous ferez ça, ça sera marrant en plus. Ça sera hyper fun et Oui. tout, ce qui n'arrête pas intuitif avec le rangement. Et oui, T'as parce raison. qu'il y a des chelous comme moi qui trouvent que le rangement, c'est fun. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à la contacter. Et d'ici là, explosez le cadre et keep cool. Keep Keep cool. cool!